Salut tout le monde, la maison du Grenat vous salue. On va parler des 4 premiers matchs amicaux qui se sont déroulés dans la préparation du FC Metz. Alors on est un peu à mi-parcours, enfin même plus loin que le mi-parcours, mais on va commencer un peu à décortiquer tout doucement ce qui s'est passé lors de ces 4 premiers matchs amicaux. Je suis avec Grenat Forever, notre boussole, qui va Bonsoir, monsieur Socket, bonsoir à la communauté. C'est Messine. ça, celui-là, voilà la personne qui va nous guider vers la voie de la raison, entre les optimistes et les pessimistes de la communauté messine, puisque comme on l'a dit, ces matchs amicaux ont quand même fait beaucoup parler, parce que les performances, c'est un peu compliqué, même si on sait que ce sont des matchs de préparation, il y a quand même quelques enseignements à tirer. Grenat Forever, on va essayer un peu de parler avec toi de ce qui s'est passé. Si tu dois me dire là tout de suite en quelques mots ce que tu retiens de ces matchs amicaux pour l'instant. Donc on rappelle, attends avant que je te laisse continuer, donc les matchs contre Charleroi dont on avait fait un débrief en podcast. Car on a pu le voir, c'est le seul qu'on a pu le voir, parce qu'il faudra, par rapport à nos propos, que vous sachiez qu'on a pu voir un seul match vraiment en live, que les autres matchs, on va essayer de débriefer par rapport aux infos qu'on a grâce au live tweet et aux gens qui ont commenté sur les réseaux, qui ont pu être sur place. Donc on essaye de prendre et de faire du mieux qu'on peut par rapport aux informations qu'on a à nous transmettre. Tout à fait, donc on a fait Charleroi, il y a eu aussi après Sochaux, Reims, et là on vient de finir le match contre Amiens, au moment où on fait ce podcast. Et donc, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire? Tes premières impressions sur ces 4 premiers matchs amicaux, mon cher Grenat Forever. Je pense que tout le monde l'a vu. La première chose, c'est qu'on manque cruellement d'efficacité devant le but, ce qui était un peu un de nos péchés mignons la saison dernière. Peux-tu rappeler combien de buts en 4 matchs amicaux? On a marqué 3 buts. Voilà. Tout simplement. 2 buts contre Charleroi et là un but contre Amiens en toute fin de rencontre. Donc voilà, après vous allez me dire, l'année dernière on a été la deuxième attaque de Ligue 2 certes, mais il y a des matchs, je vous rappelle, où il fallait qu'on ait au moins une quinzaine d'occasions pour en mettre une au fond. Dont le match au final d'Amiens. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est qu'on manque cruellement d'efficacité. À 5 minutes près aujourd'hui, on aurait pu rester sur 3 matchs sans marquer, ce qui aurait quand même été alarmant plus qu'inquiétant, parce que voilà, c'est des matchs de prépa, mais 3 matchs sans marquer, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Oui, parce qu'au final, tu marques contre... Donc pour rappeler les scores, pour ceux qui ne sont pas au courant des scores, mais on a gagné 2-1 contre Charleroi, 0-0 contre Sochaux, défaite contre Reims 2-0. 2-0. Et puis match nul, donc 1 partout contre Amiens. Donc tu me disais, on manque cruellement d'efficacité offensive. Il faut rappeler quand même, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, Grenat Forever, que on a pour l'instant, à l'heure où on fait ce podcast et à la fin de ce match contre Amiens, on n'a pas vu véritablement le 11 qui va démarrer la saison à l'œuvre sur une longue période. Aujourd'hui, on peut quasiment même pas dire quel va être le 11 en fait. Non, parce que bon, pour l'instant, là, ça fait vraiment les 2 derniers matchs où Vincent Oignon essaye de limiter maintenant le temps de jeu à 1 heure pour la plupart et 30 minutes pour certains. Mais on voit que dans les 30 minutes, il fait quand même énormément de changements, 5 à 6 changements en une demi-heure. Donc on a du mal un peu à se baser sur ce qu'on voit. Et il change à chaque fois ses trios d'attaque depuis 3 matchs. Donc il n'y a pas de réelle continuité dans ce qu'on voit. Et puis d'ailleurs, des trios d'attaque dont tu imagines très mal de les voir titulaires en fait, ensemble. C'est ça. Après, bon voilà, il faut relativiser. Il y a N'Guet qui est arrivé en retard dans la préparation, donc il a raté les premiers matchs. Donc ça joue aussi. Après, je comprends le fait qu'il tâtonne encore sur Diallo ou Nian. C'est ça, c'est la grande question par rapport à notamment ouais, parce que juste pour dire une chose, c'est que ouais, c'est ça, c'est soit l'un soit l'autre, donc c'est soit Nian soit Diallo. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu sais comprendre. Ouais, tu peux comprendre et au final, on sait pas encore qui des deux va entre guillemets
gagner la bataille pour la place de titulaire. Mais c'est vrai que le manque d'efficacité offensive, d'ailleurs ce que tu évoques, fait que beaucoup de personnes, un peu, je dirais, de façon irréfléchie, par rapport aux différentes déclarations, notamment des dirigeants, appellent à recruter un autre attaquant pour le FC Metz. Ce qui, au final, ne semble pas être du tout dans la logique adoptée par les dirigeants ou par le staff du FC Metz. Ah bah ça c'est clair, après je comprends certains points de vue. Après on verra, faut être prêt le 11 août à Strasbourg. Donc il nous reste 3 matchs de préparation, une dernière semaine. Donc je pense que là, mercredi contre Serein, il va peut-être faire un petit peu tourner. Et contre Mayence, on aura un ordre d'idée du 11 qui va se rapprocher du 11 qui commencera à Strasbourg. Ouais, mais c'est vrai que là on parlait plus de l'aspect offensif, parce qu'on était plus sur ça, là, sur... Bah c'est pour ça, ouais. Est-ce que mercredi, il va... Voilà, si Niané, si Diallo recommence, on peut penser qu'il serait titulaire parce qu'il aura enchaîné 2 matchs. Est-ce qu'il va essayer de remettre le trio qu'on n'a pas encore vu une seule fois en préparation, et c'est le trio qui nous a fait monter la saison dernière, c'est-à-dire Diallo, N'Guet, Boulaya. C'est vrai que... Non mais ça c'est un point important que tu soulignes là. Et le trio de champion de France, pour l'instant on l'a pas vu. Ou Niané, Diallo, Boulaya. Oui, voilà, c'est ça. N'Guet, Boulaya. Dire avec nos 2 pistons qu'on connaît, plus notre attaquant. C'est important, et j'invite tout le monde à mettre en commentaire ce que vous pensez un peu de ça. C'est vrai que pour le moment, la base que tu as commencé à construire en Ligue 2, c'est une base que t'as pas pu, je dirais, essayer là en préparation, alors que t'as déjà fait 4 matchs de préparation sur 6. Ça c'est clair. Après, oui, bien sûr. Comme on a déjà la base de la Ligue 2, les joueurs connaissent à peu près les systèmes. Oui, mais encore une fois, je suis d'accord avec toi que effectivement ils connaissent les systèmes. Enfin, il faut quand même rappeler à quel moment on a terminé la saison. Si tu peux me le dire, à peu près. Fin mai. D'accord. Nous sommes au moment du match contre Amiens, le 27 juillet. Donc ça fait 2 mois que le trio n'a pas joué une seule fois ensemble sur la même période d'un match. Ouais, mais après, c'est aussi à 90% du fait qu'Opa est vraiment de retour à Metz depuis une semaine et demie. On en vient un peu à ce que tu vois, on disait sur le podcast sur le retour d'Opa, en disant que tu vois que maintenant, le fait d'avoir attendu, ça peut aussi avoir des influences sur la préparation au final. Peut-être, mais après je pense que on verra la semaine prochaine ce que ça va être. On verra ce que ça va être au niveau offensif, parce que là, au niveau offensif, pour petit rappel, Nian a quand même marqué 2 des 3 buts du FC Metz en préparation. Pour moi, pour l'instant, je pense que dans la tête de Vincent Oignon, il a un chouïa, un orteil devant Habib. On va dire que honnêtement, j'attendrai d'avoir le trio de l'année dernière, si tant est que c'est celui-là qui sera titulaire, de le voir à nouveau ensemble en espérant le voir en préparation. Mais c'est vrai que là, Nian fait des entrées, et encore une fois, hein, il entre en jeu dans le match contre Amiens. Mais il entre en pointe. Donc vous en ferez l'analyse que vous voulez en faire. Autre point qu'on peut aborder par rapport à ces matchs amicaux là, c'est par rapport au coup de pied arrêté. Ah bah ça c'est c'est l'autre point qui saute aux yeux avec l'efficacité offensive, c'est le fait que d'un côté, paradoxalement, on peut être content de se dire que dans 4 matchs on n'ait pris aucun but dans le jeu. Oui, mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que ces 4 buts viennent de phases arrêtées. Qui d'ailleurs est un problème qui existe depuis très très longtemps au FC Metz. Du FC Metz depuis de nombreuses années, hein. Ça on va pas se le cacher. Ah bah je rappelle aux personnes qui se souviennent notamment du match à Saint-Etienne la saison dernière, match que l'on mène... Non, c'est il y a 2 ans. Ou c'est Perrin qui égalise sur corner. La saison de Ligue 1. Oui, excuse-moi, pardon, oui. Moi j'ai oublié, je pensais qu'on était en Ligue 1 la saison dernière, terrible. Non, effectivement,
Ouais, en soi, on n'a pas commencé, tu vas me dire, oui. Voilà, c'est pour ça que je comprends le lapsus. Voilà, donc lapsus. Mais donc la dernière saison de Ligue 1, je rappelle, hein, le match à Saint-Etienne que l'on ne gagne pas parce qu'on prend encore coup de pied arrêté, tu vois, à des moments clés. Et là, effectivement, pour rappel, donc tu prends un but sur coup de pied arrêté contre Charleroi. Tu prends un but, tu prends deux coups francs contre Reims, coup franc direct. Et là, encore un corner. 2 corners et 2 coups francs, en fait. Voilà. C'est paradoxal parce que sur les coups de pied arrêtés dans le domaine offensif, Metz est très bon. C'est une arme qui est très forte pour le FC Metz au niveau offensivement. Ouais, offensif, ouais, bien sûr. Mais coups de pied arrêtés défensifs, c'est un problème. Je sais pas s'il faudrait peut-être faire du tableau noir, venir à le bosser. 80, peut-être un marquage individuel. Mais oui, non, mais plutôt qu'un marquage en zone que toutes les équipes font et que si t'en as un qui lâche le marquage, ça déséquilibre tous ceux qui sont derrière en fait. Bah ouais, parce que là, le truc, c'est que c'est un truc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, quoi. Je m'en souviens, tu t'en souviens certainement, Grenade Forever, quand on était aux entraînements du FC Metz. Tu sais, on priait pendant les pour que pendant les entraînements, les coachs fassent bosser les coups de pied arrêtés défensifs. Tu te rappelles de ça? Après, je pense qu'ils le bossent, les bossent, mais peut-être pas assez du coup. Bah pas assez. Le constat après 4 matchs, c'est que t'as pris deux buts sur coup franc direct. Alors effectivement, on peut toujours remettre en cause le fait que tu provoques ces coups francs directs là, donc t'es un peu en tort. Même si le cas notamment du deuxième but sur coup franc direct contre Reims, c'est dû à une erreur de Delcroix. Mais derrière, t'as 2 buts que tu prends sur coup de pied arrêté sur corner, quoi. Mais ouais, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on sait que dans les matchs qui comptent contre des équipes qui jouent le maintien, à des fois, t'as pas beaucoup d'occasions et ça se joue sur une occasion et généralement c'est sur des coups de pied arrêtés que tu fais la différence. Bah ouais. Si t'es pas bon dans ce domaine-là défensivement, ça peut vite être compliqué pour nous. C'est non ? Bah oui, non, mais là c'est un peu chiant, quoi. Surtout que je veux dire, on a quand même des beaux bébés, des beaux gabarits, avec des grandes tailles qui sont normalement capables de s'imposer dans le domaine aérien, voilà. Ouais, non, mais franchement, je sais pas, c'est un problème. J'espère que après en avoir chopé 2 des buts sur corner, c'est bon, quoi. Parce que là, tu vois, c'est gros parce qu'au final, voilà, au final, dans le jeu, en fait, on a pris 0 but. Ouais, non, mais c'est un motif de satisfaction, ouais. Mais malheureusement, puis arrêter contre les équipes que tu vas jouer contre le maintien, c'est souvent sur ces phases-là que la décision se fait. Et si t'es pas bon, ça risque de se payer très cher la saison prochaine. Ouais, et puis même dans des fins de match un peu tendues où t'as 0-0, 1-1. Là, faut pas se louper sur des coups de pied arrêtés. Et là, si tu t'en prends comme ça, non, mais je pense qu'il faut simplement faire du tableau noir comme chez les débutants, repasser du marquage individuel sur corner, chacun prend son bonhomme, et puis voilà, pareil sur les coups francs. Enfin, sur les coups francs, c'est sur des coups francs directs qui peuvent rien faire, mais sur des phases de coups francs à 30 mètres où tu es obligé de t'aligner, quitte à peut-être à ne pas jouer leur jeu, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ou éviter de provoquer des fautes à l'entrée de la surface, par exemple. Voilà, défendre intelligemment, faire des fautes bêtes, mais les faire à 40 mètres du but plutôt qu'à 25 mètres. Bon, après, c'est plus facile à dire. Hein. Je suis devant ma télé, moi, voilà. Mais... Ouais, non, mais c'est pareil, oui, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on a le point de vue de la télé, et quand on voit le déplacement de l'attaquant par rapport au défenseur de Metz, on se dit, mais merde, pourquoi est-ce qu'il le tient pas à l'œil, tu vois. Mais donc, c'est effectivement plus facile à dire. Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment à corriger là sur les 2 prochaines semaines avant la reprise du championnat. C'est ça. 2 derniers points qu'on va aborder. On va parler tout d'abord de ce qui reste à faire. À savoir qu'il reste donc un match amical contre Serein qui normalement va avoir lieu, c'est le 31 juillet. Mercredi 31 juillet à Molsheim. Coup d'envoi à 17h. Là où en tirer des enseignements, ça va être pas facile. Vu la faiblesse de l'adversaire, je parle. Hein. Sur le papier en tout cas. Après, ça permettra de travailler les automatismes, de faire revenir ceux qui rentrent de la CAN. John Boy, par exemple. Voilà, donner du temps de jeu en banc.
Et puis on rentre vraiment dans une semaine là où c'est on entre dans un stage de préparation à Molsheim, donc là le niveau va encore un peu monter. Oui, et puis t'espères enfin avoir entre guillemets une équipe type. Ouais, tu vois ce que alors qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu décides, où tu vois qu'à la 60e tu vas commencer à faire 4-5 changements, tu vois, c'est dur. Voilà. Après, en 4 matchs, voilà, t'as quelques postes où tu sens que voilà, Vincent Aignan joue la continuité à certains postes que tu sais que ça va commencer, que certains vont commencer. Mais t'as pas pour l'instant les 11, tu peux pas les dire au jour d'aujourd'hui. C'est plus certaines individualités que tu sais, par rapport à ce qu'on a vu là, qui vont commencer. Ouais. Il y en a que 3, il y en a que 4 qui ressortent. C'est Coad, Santonz, Sun Tzu et Delaine. Voilà. Oui, et puis alors après, il y a effectivement, comment dire, un peu l'équipe type que tu vas voir contre Mayence, même si on avait déjà dit, je crois que c'est moi qui l'avais dit, notamment lors de le podcast sur les, tu sais, on avait parlé des matchs de pré-saison, où j'avais dit que terminer une phase de préparation sur un match contre Mayence, personnellement, j'étais pas trop fan parce que c'est pas l'idéal de terminer sur un match que tu considères un peu comme un match gala. Encore une fois. Surtout que c'est sur 2 matchs en plus. C'est sur 2 matchs en plus, donc encore une fois, tu vas pouvoir tirer que de faibles enseignements, quoi. Et c'est là où je trouve. Bref, j'avais dit que je trouvais ça pas forcément bien. Et surtout quand tu veux tester une équipe type, quoi. C'est clair. Et enfin, on va terminer par le dernier point. On aura fait le tour un peu sur ce premier bilan des matchs de préparation. Est-ce que tu peux me donner Grenade Forever, un joueur qui pour le moment t'a impressionné, un joueur qui t'a un peu déçu? J'aurais du mal à répondre à cette question vu que j'ai vu qu'un seul match. Mais si tu vois un peu par rapport à ce que le peu que tu as vu contre Charleroi, ce que tu as lu, ce que tu as entendu. C'est que après j'ai l'impression que Santonz a l'air d'être le joueur le plus impressionnant. D'après ce que j'ai vu moi, ses qualités de contre-attaquant, et il a des qualités de vitesse, c'est un peu le penchant de Thomas Delaine. Et d'après ce que je dis, c'est quelqu'un qui a l'air de faire forte impression pour l'instant. Donc je suis assez content. Ouais, et si t'as quelqu'un dont t'es un peu moins peut-être content ou un peu, tu vois, un peu déçu, j'aurais du mal à. C'est difficile à dire, je dirais peut-être Paul Delcroix, mais à contre-cœur. Après, ouais, mais attends, après, j'ai vu beaucoup de personnes parler de ça, je me suis dit, mais attends, on parle d'un gardien numéro 2, ça va pas être non plus, tu vois, genre, ouais, ceux qui disaient, ouais, on change de gardien. J'ai dit, les gars. Ou après, j'aurais dit la Saini, mais après, c'est toujours pareil. C'est un mec qui est. Ouais, il est jeune encore. Qui va être un second couteau, certainement. Donc. Ah, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais juste te dire, alors, en petit top, entre guillemets, pour l'instant, c'est vrai que Nian est quand même en train, tout doucement, mais sûrement, de se mettre un peu tout le monde dans la poche. Hein. Pas seulement, à mon avis, que le public messin, mais comment dire, mais même le staff, hein, je pense que ça va être dur un peu d'ignorer la situation, hein, comme on l'a dit en début de podcast, hein, entre Diallo et Nian. Et c'est là où il y a un peu mon flop pour l'instant. C'est vrai que Diallo, t'avais une grosse pression quand même sur Diallo du fait de la prolongation qui a été faite par le FC Metz, le fait qu'il y ait d'énormément d'interrogations. C'est encore une fois, c'est toujours dur parce qu'on est en match de préparation et tu peux faire de très bons matchs de préparation et tomber par terre dès le début de saison et te relever, c'est compliqué. Tu peux faire une très mauvaise préparation et plutôt faire un bon début de championnat. Hein. Souvenez-vous de l'année juste avant, enfin la saison avant de descendre en national, où on fait une préparation de merde et au final on fait un bon début de saison, même si au final on descend. Mais tu vois. Donc voilà, donc je dirais qu'un petit flop sur Diallo. Et puis voilà, il faut attendre à avoir l'équipe type, quoi. Ce qu'on n'a pas pour le moment. Ce qu'on n'a pas pour le moment, on aura peut-être eu un ordre de réponse contre Serein. Et encore, l'analyse
qu'on fera de ce match contre Serein sera un peu difficile du fait de l'adversaire. Même contre Mayence, encore une fois, si on se prend si on perd genre les 2 matchs contre Mayence de manière assez significative dans le jeu, tu vois, démarrer la saison après ça, c'est un peu, c'est compliqué. Ah oui, c'est clair. Après, je me souviens qu'il y a 2 ans en arrière, on finit la prépa par un match nul contre Crystal Palace, un partout, à Saint-Symphorien, avec un but incroyable de Niané et tout. Se disait que c'était faire un match nul contre une équipe de première ligue, ça allait peut-être être de bon augure pour la saison, et puis au final on descend. Non, je suis d'accord. Donc je veux dire, quand tu joues des grosses affiches, quand un club comme Metz, je pense que peu importe le résultat, il n'y aura pas de gros enseignements à tirer pour la saison à venir. C'est clair. Bon, en tout cas, nous on va vous laisser sur ça. Mettez en commentaire de ce que vous avez pensé pour l'instant de ces 4 premiers matchs à Nico. Laissez un petit like et abonnez-vous si ça n'est pas fait pour nous aider un peu dans le développement de la chaîne. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.